Bonjour, je suis Stéphane Ezra, médium énergéticien et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous et le plaisir d'accueillir donc Stéphane qui est installé sur les canapés. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc. Merci infiniment. Bonjour. Merci d'être là. Je suis ravi de vous accueillir parce qu'on va parler bien sûr de votre accompagnement et de votre expertise et puis de la manière dont. Alors, j'ai une formule un peu familière, mais qui dit la manière dont vous êtes tombé un peu dans la potion magique. Est-ce que d'ailleurs vous considérez ça comme une sorte de magie, quelque chose d'assez extraordinaire, une faculté hors norme? Tout sauf ça. Voilà. Tout sauf ça. Voilà, comme ça, Je vous ça c'est rassure, dit. c'est tout sauf ça. C'est vrai? Oui, autant j'y suis tombé brutalement, autant je n'ai jamais considéré ça ni comme une potion magique, ni comme un don, ni comme un pouvoir. Je pense que c'est tous une faculté que tous les hommes ont, mais qui se découvrent assez bizarrement. Alors il y a des gens, c'est naturel, c'est venu avec la naissance, ils sont peut-être tombés dedans. Ouais. Il y en a beaucoup, et je remarque en discutant avec pas mal de monde, c'est suite à un traumatisme ou suite à un choc. Moi, ça a été mon cas. Ouais. Mais en tout cas, certainement pas une potion magique, au contraire. Quelque chose qu'il faut savoir appréhender, qu'on découvre petit à petit, dont on découvre toutes les possibilités petit à petit, toutes les difficultés aussi, toutes les questions que ça pose. Ça interpelle beaucoup, ça confronte, ça pose largement autant de questions que ça peut apporter de réponses. Moi, ça a été un traumatisme, un choc qui a été le début d'un long cheminement, donc certainement pas une potion magique. Alors, on va en parler, bien entendu. Votre titre, c'est médium énergéticien. Quelle est, de ces deux facultés, celle qui se déclenche la première? La médiumnité. Très clairement, c'est la médiumnité. Et c'est après avoir appréhendé la médiumnité que j'ai compris que la même énergie permettait de soigner et que grosso modo, ce que je faisais, c'était pouvoir trouver les causes pour soigner les effets. Et que tout ça dépendait, procédait d'une même énergie, en tout cas de l'esprit. Mais ça a été un très long cheminement. On parle de 20 ans d'exercice, d'apprentissage, d'échecs, de tout ce que vous voulez. De remise en question. De remise en question permanente. Ouais. Alors on va voir, encore maintenant. Encore maintenant, j'imagine. Ouais, on va voir évidemment ce trauma dont vous parlez et ce déclencheur qui a fait que, évidemment, vous êtes aujourd'hui ce médium et cet énergéticien. Vous êtes du côté de Paris. Vous êtes entre Paris, entre Nantes. Oui, Paris, Lyon et bientôt Nantes. Et bientôt Nantes. Est-ce qu'on peut vous consulter à distance? Oui, tout à fait. C'est même quelque chose que j'apprécie assez. En fait. Et ça ne change rien? Non, ça ne change rien. Ça permet même... la relation humaine y est et on n'est pas forcément barré par des choses matérielles. Donc, enfin, moi, tout me va bien, mais la distance aussi. Hein. Alors, ce déclencheur, quel était-il? C'est des migraines que j'avais depuis pas mal de temps, sans en comprendre la raison, l'origine, et surtout sans qu'aucun médicament puisse vraiment y faire quoi que ce soit. Donc, je restais des journées dans le noir. Avec un gant de toilette sur la tête, d'eau froide. Et puis un jour, on m'a dit, il y a peut-être une femme médium qui peut t'aider. Je vous avoue que je n'étais pas spécialement emballé. J'allais vous demander si c'était effectivement un angle ou... Non, j'étais plutôt rationaliste, voyez-vous, à l'époque. Donc, bon... Les meilleurs médiums sont souvent des gens qui viennent... Mais c'est ça. Ouais. J'ai dit quand même pourquoi pas, parce que vraiment, j'avais trop mal. Et là, le choc a eu lieu, puisque quand je suis arrivé, la première chose qu'elle m'a dit est que je n'avais pas connu mon père, ce qui était vrai. Ouais. Et elle me sort exactement la seule chose que je connaissais de mon père, c'est-à-dire les circonstances exactes de son décès. Et là, la séance a duré 3 heures, où j'ai enfin communiqué avec le père que j'avais cherché pendant 35 ans, 40 ans, et dont j'avais retrouvé la trace 3 mois après son décès. Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas eu de communication possible. Et ça a été le début parce que, en fait, c'est ça qui a tout déclenché, y compris ma propre médiumnité. Parce que dès le lendemain, j'avais des tas de choses assez spéciales. Et donc, c'est cette médium qui m'a appris à gérer ça, à comprendre et puis à voir ce que je pouvais en faire. Et ces migraines? J'en ai plus jamais eu. Depuis la séance? Non. J'en ai absolument plus jamais eu. J'ai quelques migraines quand mon père maintenant veut communiquer avec moi.
Mais bon, c'est quasiment un signe de reconnaissance. Donc maintenant, je sais, dès que ça vient, je sais que c'est lui et je fais le nécessaire, soit en passant par quelqu'un d'autre, soit en essayant de communiquer avec lui. J'ai plus jamais eu de migraine et maintenant, je soigne les migraines. Comment s'est déroulée la séance avec cette médium? Froidement au début, parce que j'étais vraiment beaucoup sur mes gardes. Très sceptique? En réalité, oui, j'étais très sceptique sur mes gardes et je faisais surtout attention en fait, à ne pas lui donner d'éléments. Évidemment. Alors déjà, j'en avais pas beaucoup, mais enfin... Et surtout, vous n'y alliez pas dans cette intention pas du tout. de rentrer en contact avec votre père, rien à voir. Ah non, j'y allais certainement pas pour ça. La confiance s'est installée au fur et à mesure qu'elle parlait. Tout ce qu'elle me disait était d'abord parfaitement crédible. Il y a même des choses assez incroyables. J'ai retrouvé toute ma famille paternelle. Tout ce qu'elle m'a dit s'est avéré juste après. Voilà, ça a duré 3 heures ça a été 3 heures assez sidérantes pour moi, qui ont bouleversé pas mal ma conception des choses, du monde et de tout ça, que je découvrais complètement. Et puis après, on se rend compte qu'il se passe des choses très bizarres après la séance, c'est surtout ça. On est dans un état qu'on n'a jamais connu, donc ça inquiète. Et puis on se retrouve là confronté à une médium qui vous dit oui, mais vous avez ces capacités-là, vous les avez, j'ai tout ouvert. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Comment être, évidemment, vous, l'homme sceptique, au départ, qui va consulter cette médium, comment être sûr, quel était le signe distinctif que c'était bien votre père? Parce qu'elle m'a donné des éléments matériels, concrets, extrêmement précis qu'elle n'avait pas. Alors que vous ne saviez rien sur votre père? Non, mais je connaissais les circonstances précises du décès. Okay. Et donc, ces éléments-là qu'on véritablement déclenché. Qui vous ont assuré la crédibilité de ce qu'elle disait. Ça et des éléments de personnalité que j'avais. Mais c'est d'ailleurs quelque chose auquel maintenant je tiens énormément quand je fais de la communication avec les défunts. C'est avoir une méthodologie qui tout de suite permet à la personne de savoir qu'on ne se trompe pas. Alors quelle est donc cette méthodologie? C'est la quête d'éléments matériels qui ne peuvent pas faire l'ombre d'un doute. Ça peut être un événement qu'ils ont vécu, que le consultant a vécu avec la personne, mais de manière précise. Ça peut être des éléments sur la vie professionnelle, ça peut être sur les circonstances précises du décès, ça peut être... mais c'est extrêmement important qu'on ne soit pas dans le vague dès le départ, quoi. Est-ce que vous faites partie de ces médiums qui ont, dans cette quête de précision, des noms, des prénoms, des choses comme ça? Oui. Je pense que la médiumnité, elle doit être chirurgicale. Je pense qu'en réalité, c'est juste la face invisible de la réalité. Ce n'est pas irrationnel, la médiumnité, pas du tout. Les gens qui parlent d'irrationalité se trompent. C'est juste la face invisible, la face que nos yeux ne voient pas, mais sur une dimension unique des personnalités, du monde dans lequel on vit, peu importe. Mais donc il faut être précis. Il faut être précis et cohérent. C'est comme quand on fait une recherche de personnes disparues avec la médiumnité. C'est pas... Que vous faites aussi? Oui. C'est pas abstrait. C'est pas du général. Il faut avoir des éléments extrêmement précis qu'on puisse vérifier. Donc je pense que la médiumnité, c'est à la fois une connexion spirituelle, une activité par l'esprit, parce qu'on ne travaille qu'avec l'esprit en réalité, mais c'est aussi une rigueur et une méthode. C'est beaucoup de rigueur. Quand vous disiez les personnes disparues, ça veut dire que vous collaborez parfois avec des services officiels de l'État? C'est souvent des familles de... c'est souvent les familles de personnes disparues ou les amis qui demandent. C'est plus dans ce sens-là. Pas d'enquête de police et des choses comme ça? Non, mais ça ne m'intéresse pas spécialement. D'accord. Mais vous savez, dans la manière dont vous parlez évidemment de votre expertise et de l'accompagnement que vous préconisez à ceux et celles qui nous regardent et qui en auraient besoin, on sent qu'il n'y a pas de... Comment on pourrait appeler ça? Vous n'enjolivez pas les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... Voilà, vous démystifiez un petit peu ce petit côté... voyez, un peu surnaturel, un peu perché, oui, qui m'énerve. J'ai le sentiment, oui, absolument. Qui m'énerve beaucoup. C'est vrai, ça se sent. Non, mais parce que plus on est dans la simplicité, plus on s'approche de la vérité, en fait. On peut
c'est mon cas. Je pense que la médiumnité est une très grande porte sur la spiritualité. Mais c'est aussi une très grande porte sur des dimensions du monde qu'on ne peut, nous, humains, qu'entrevoir. C'est pour ça que je dis que ça pose beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réponses. Même quand on peut être très précis avec la médiumnité et avoir la cause d'un traumatisme, la cause d'une douleur physique, la cause d'une douleur, d'un problème psychologique. Mais tout ça, il faut d'abord le prendre avec beaucoup d'humilité, parce que on peut toujours se tromper. On est dans un monde où l'erreur est permanente, alors un peu comme dans tout, mais quand même, particulièrement là. Et là, c'est très sensible parce qu'évidemment... C'est hyper sensible. Bien sûr. Et puis, ce n'est pas parce qu'on trouve une cause qu'on trouve toute la cause. Voilà, on peut aussi passer à côté de quelque chose, etc. Donc, il n'y a aucune certitude là-dedans. Mais ce que je sais, c'est que si on est vraiment dans la simplicité, dans l'humilité, si on comprend que chaque personne qui vient est un mystère et qu'il faut déjà essayer de faire le tour de ce mystère, on a moins de chances de se tromper, en fait. Et puis, on a peut-être plus de chances aussi de faire comprendre à la personne qu'il y a peut-être des dimensions qu'elle n'a pas cherchées. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais je pense vraiment qu'il y a deux pièges dans la médiumnité. Il y a l'orgueil, et puis il y a le fait de penser que tout ça est magique. Non, non, c'est un ordre très bien organisé qui nous dépasse, mais c'est très rationnel. Oui, certains parlent de hiérarchie. Mais, il y a une vraie hiérarchie. Je ne suis pas loin de le penser. Mais en tout cas, je n'ai pas de certitude absolue sur cette hiérarchie. Mais sur l'ordre du monde, oui. Sur le fait que dans les vibrations, qui sont quand même des phénomènes électriques, on trouve les informations. C'est ça la médiumnité, c'est aller capter des vibrations dans lesquelles il y a des informations. Ce n'est pas de la rumeur, ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Qu'on soit guidé par telle chose spirituelle, telle entité, peut-être. On peut le ressentir plus ou moins, tous. Et puis des fois, on se rend compte que ça vient comme ça. On n'a pas forcément... Mais on n'est que canal, on ne fait que aller capter quelque chose. Mais c'est très, très organisé tout ça. On se rend compte que notre univers est beaucoup plus précis que ce qu'on veut bien croire. Alors, juste, et pour ne pas être trop intrusif dans votre vie et cette relation avec votre père que vous n'avez pas eue de votre vivant, enfin de son vivant en tout cas, qu'est-ce qu'il vous dit pendant cette séance de médiumnité ? Est-ce que vous avez un message de quelque chose en particulier qui vous réconforte, qui vous fait du bien, puisque vous ne l'avez pas connu ? Ça réconforte pas, ça bouleverse. Quand on a passé 40 ans à chercher son père et qu'on le retrouve de cette façon-là, je ne peux pas dire que ça soit vraiment réconfortant. Bouleversant, oui, parce que ça bouleverse la relation qu'on a forcément avec quelqu'un qu'on a cherché. Et puis ça bouleverse complètement ce qu'on pensait du monde. Donc le réconfort, oui, d'une certaine façon, parce que... Vous avez les réponses aux questions que vous vous êtes posées, sans doute. C'est surtout qu'on a un lien. On se rend compte qu'il y a un lien qui se crée qu'on n'imaginait pas. C'est ça le sujet. C'est que peut-être on a un lien au-delà de tout ce qu'on aurait pu vivre sur Terre si on s'était connu. Peut-être qu'on aurait raté notre relation si on s'était vu seulement une fois, et bien là on ne la rate pas. Et depuis, c'est bienveillant, on rigole. Et pourtant, d'après les témoignages que j'ai, l'humour n'était pas forcément sa première tasse de thé. Vous voyez. Une qualité innée. Voilà. Mais bon, on arrive à rigoler. On arrive à se dire des choses très profondes que je garde pour moi, mais je pense qu'on ne se les aurait jamais dites et il ne me les aurait jamais dites du point de vue du temps où il était vivant. Non, même pas, je pense. Même pas, voilà. Donc, il faut savoir l'accueillir pleinement. Quand vous avez... vous prenez ça comme une chance d'avoir ce genre d'informations ? Je pense comme une chance difficile. Je pense ça comme une énorme chance, mais qu'il faut savoir digérer. Avec laquelle il faut aussi savoir prendre du recul, parce que l'invisible n'est pas tout le monde. Vous voyez, c'est juste la deuxième face du monde et qu'on a aussi notre réalité visible et palpable à gérer. Ici. Donc il faut savoir combiner ces deux faces indissociables l'une de l'autre, et ça demande un peu de recul et c'est pas si évident que ça.
Et puis, difficile à digérer, parce que moi, je vous dis, ça m'a complètement bouleversé ma vision du monde, etc. On le digère, mais ça interpelle beaucoup, quoi. Ces informations que vous recevez pendant cette séance de médiumnité, vous allez les partager avec le reste de votre famille? Je les ai partagées avec celle qui était mon épouse à l'époque. Et j'ai gardé pas mal de choses pour moi. Vous êtes en paix avec ça? Oui. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais oui, j'ai gardé pas mal de choses pour moi. Et je pense que c'est même important pour être en paix. Je pense qu'il faut intérioriser. Ouais, je dis toujours quand je fais des formations que cette vie spirituelle, c'est une vie spirituelle, la médiumnité, ça ne se fait pas sous les projecteurs. Je suis désolé. Mais ça se fait dans son intériorité. C'est comme ça qu'on va avancer et qu'on va aider les autres. C'est comme pour le soin. Se concentrer sur le soin, se concentrer sur ses intentions pour progresser dans ce qu'on peut soigner et ce qu'on ne peut pas soigner, ça ne se fait pas au milieu du monde, ça ne se fait pas dans le vacarme. Et c'est pour ça que c'est extrêmement exigeant. Quand on décide de le faire, il ne faut rien faire d'autre. Il faut être clair. Donc, à l'issue de cette séance de médiumnité, vous êtes médium? En tout cas, tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Non, je ne suis pas médium parce qu'il faut découvrir tout ça. Il faut découvrir, il faut apprendre, il faut travailler, il faut mais développer. En tout cas, je comprends que ma vie ne sera plus jamais comme avant. Oui, exactement. Vous l'acceptez? Ah non, pas au début. Enfin, je l'accepte. Je l'accepte pas, oui et non. C'est-à-dire que j'ai une vie professionnelle, etc. Oui, justement, qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais dans la communication, le journalisme à l'époque. Bref, des métiers. De toute façon, j'ai fait que des métiers qui étaient très rationnels en réalité. Alimentaires et très rationnels. Ce qui est difficile, c'est d'assumer de découvrir et d'assumer toutes les sensations qu'on a du jour au lendemain. Des sensations d'étouffement, des présences, des tas de trucs auxquels on n'est pas habitué, le froid d'une présence, par exemple. Maintenant, ça m'arrive plusieurs fois par jour, j'ai l'habitude, je sais, ok. Mais enfin, quand ça vous arrive au début, que vous faites des sorties de corps, que vous vous rendez compte que vous ressentez une tristesse assez accablante qui n'est pas la vôtre, vous ne savez pas, faut le gérer. Il faut tout simplement apprendre à le gérer. Et puis, il faut apprendre tout simplement, qu'est-ce qu'on fait avec ça, à quoi ça sert. Moi, ça a été ça le sujet. J'ai eu la chance d'avoir cette médium qui m'a pas mal aidé, et surtout de m'aider à comprendre que c'était destiné aux soins. Que c'était vraiment aller chercher les causes pour traiter les effets. Ça a été mon fil conducteur. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui s'installent ici et qui nous disent on n'est pas obligé d'aller chercher la cause pour régler la problématique ou accompagner pour la problématique. J'entends souvent ce discours. Humblement, je crois que c'est faux. Je peux me tromper, mais ce que je remarque, je vais prendre un exemple tout bête. Pas tout bête, pas tant que ça d'ailleurs. Une personne qui a des migraines depuis des années, si on ne trouve pas la cause, on va la soulager. Pendant quelques jours au mieux, quelques semaines, possiblement. Mais un jour, elle va retrouver ses migraines avec la même intensité. Si la cause n'est pas traitée, j'en sais quelque chose, ça revient. Moi, mes migraines, tant que je n'ai pas eu cette séance-là, personne ne pouvait rien y faire. Et je pense que c'est vrai dans beaucoup de cas, de situations très différentes les unes des autres. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel ou psychologique. Je pense que tant qu'on n'a pas la cause ou les causes, on ne traite pas vraiment les effets. On peut les soulager, mais enfin, c'est le sparadrap, quoi. Et puis, ne pas traiter la cause, c'est ne pas permettre à la personne de progresser, d'évoluer, de s'arrêter sur elle, puis dire, voilà, j'ai eu ça parce que quand même il y avait ça et ça m'interpelle. Et sans ça, on ne progresse pas non plus, on n'évolue pas. Donc, c'est aussi trouver une cause, c'est peut-être donner une clé, modestement, ou une ou des clés à quelqu'un sur son chemin de vie, sur son passé, sur ce qu'elle peut faire de son avenir, comment elle va gérer un présent différemment en sachant des choses. Et puis, il y a des causes cachées. Il y a des causes que les gens se cachent eux-mêmes. Le fameux voile mémoriel des amnésies traumatiques, par exemple, c'en est une. Mais les gens qui ont des amnésies traumatiques, et j'en ai eu pas mal, vivent des blocages insupportables et des douleurs insupportables.
Alors, il faut prendre des gants, il faut prendre des grandes précautions. Il vaut mieux s'assurer que la personne est aussi suivie par un thérapeute. Il faut même que, je pense que le psychothérapeute, par exemple, soit au courant de la démarche, qu'ils en aient parlé avant, etc. Il ne faut pas le faire avec n'importe qui, il ne faut pas le faire brutalement. Il y a plein de règles d'éthique. Il doit y avoir beaucoup d'éthique sur la médiumnité. D'abord parce que c'est une intrusion. Consentie, mais enfin, quand même. Mais on ne peut pas vivre avec l'idée que si on ne donne pas les causes, comment voulez-vous que la personne s'en sorte? À un moment donné, il faut se confronter. C'est pour ça que c'est aussi une confrontation. Oui, et c'est pour ça que c'est pas simple. Et c'est pour ça que c'est pas simple, et c'est pour ça qu'il faut le faire, j'allais dire, très doucement. Ça demande beaucoup de douceur, en fait, la médiumnité. Médiumnité et donc soin. Parce que vous commencez par la médiumnité, oui. Et en découle le soin, c'est-à-dire que c'est complémentaire. Oui, et c'est simultané, en réalité. Même si des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas, des fois ça fonctionne moins. Il faut toujours rester extrêmement... Il ne faut rien promettre. Il faut tout essayer, il ne faut rien promettre. Mais ce que je vis dans mon travail, dans mes expériences, c'est que c'est la même énergie. Et c'est ça qui nous dépasse. C'est ça qui nous transcende. C'est là où on n'est que des passeurs. On n'est pas grand-chose dans cette affaire-là. Nous, notre boulot consiste à se mettre dans les meilleures conditions possibles pour capter des informations qui ne nous appartiennent pas, les retranscrire et soigner ce qu'on peut soigner. Mais oui, j'ai compris assez rapidement que, en fait, ma médiumnité servirait à soigner au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'elle identifie la cause, et c'est ensuite le soin qui vient combler cette cause. Moi, ce que je vis comme expérience, c'est qu'une fois que la cause est trouvée, il y a 80% du travail de fait, en fait. Et que ça soit sur une maladie de peau, une migraine, quelque chose de plus sérieux, ou même sur des traumatismes émotionnels. Après, je ne pense pas que la médiumnité puisse tout. Loin de là. Je pense qu'il y a des gens, il faut juste savoir leur dire allez voir tel type de thérapeute, je pense que c'est mieux pour vous, etc. Ce que vous faites? Oui, mais il faut partager la guérison. C'est pas... Personne n'a la recette miracle. En tout cas, c'est un outil qui permet d'enclencher quelque chose, au minimum. Voilà. J'ai le sentiment, en vous écoutant, qu'il doit y avoir, et peut-être même d'ailleurs sur ABC ou sur l'Index, des discours sous l'angle et sous le prisme de la médiumnité qui doivent profondément vous agacer. Oui. Mais je vais vous dire, ils ne m'agacent pas tant que ça parce que je ne les écoute plus. Ouais, c'est ça. Non, je ne peux pas concevoir qu'on voit ça comme un pouvoir ou un don. Non, enfin, je suis désolé, mais il suffit juste de mettre ses mains comme ça, de commencer à faire ressentir les vibrations à quelqu'un pour comprendre qu'on est dans un océan vibratoire qu'on a tous la possibilité de capter. Il y a des gens qui jouent du violon très bien, il y en a d'autres moins, c'est tout. C'est la même chose. Et puis je pense que pour faire de la médiumnité, du soin spirituel, faut juste vivre en spiritualité, donc on ne peut pas tout faire, c'est tout. Ça demande de la concentration, de l'attention, du temps. Le reste, c'est un peu pipeau. Oui, et puis tout ce qui est... Il y a des modes spirituels qui sont très, très énervantes. Parce qu'en réalité, ce sont des modes spirituels qui n'ont qu'un seul but, c'est de renforcer l'ego des gens. Alors c'est quand même marrant, parce que la spiritualité, c'est quand même plutôt maîtriser son ego pour aller à l'essentiel. Et puis on se rend compte qu'on crée plein de méthodes qui ne font que renforcer l'ego. Vous voyez, il y a la mode, là, par exemple, des vies antérieures. Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir pourquoi nos vies antérieures nous sont voilées? Peut-être qu'on n'a pas tant intérêt que ça à les connaître. Mais c'est aussi une manière d'aller chercher la cause. Oui. Faut-il déjà s'assurer que toutes les causes ne sont pas dans la vie présente? Mais je vois surtout une mode de gens qui cherchent pour dire j'ai été quelqu'un d'important dans une vie antérieure. C'est pas faux. Et je suis désolé, mais c'est quand même savamment entretenu. Il y a eu des Napoléons et des Cléopâtres en puissance. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est un petit exemple. Mais non, ce qui, moi, m'énerve, c'est quand même toutes les modes spirituels qui tendent en fait à renforcer l'ego au lieu de le maîtriser. À créer des artifices alors qu'on a besoin de simplicité. Voilà. C'est ça qui me gêne le plus.
On a besoin de simplicité parce que plus on est dans la simplicité, plus on est dans la précision. Plus on est dans la précision, plus on est dans la vérité et plus on est au service de la personne. Parce qu'on est dans sa profondeur et surtout, elle est dans sa profondeur. Donc voilà, et puis tous les flonflons, les rituels, les machins. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Ça nous dépasse tellement, enfin celui qui a organisé tout ça nous dépasse tellement de loin. Remettons-nous notre confiance juste en lui, quoi. Il n'y a pas besoin de faire du théâtre. Donc ça veut dire que vous pensez que les gens aujourd'hui, ceux qui vous découvrent évidemment vont vous consulter, mais ceux qui ont l'habitude de vous consulter viennent au départ parce que vous êtes médium ou parce que vous êtes énergéticien? Il y a plein de portes d'entrée. La porte d'entrée, en réalité, je pense que c'est quand même plus la médiumnité. Et ce que j'entends le plus, c'est écoutez, j'ai essayé plein de choses, ça ne marche pas, ou je ne comprends pas. C'est les phrases que j'entends le plus quand quelqu'un rentre dans mon cabinet. Et puis la deuxième phrase que j'entends, c'est ma vie n'a plus de sens. Aidez-moi à trouver du sens. Ce qui est lourd de sens. Ce qui est très lourd de sens sur notre société. Et de toute façon, quelqu'un qui n'a plus de sens, forcément a des souffrances. Donc voilà, les portes d'entrée sont un peu multiples. Hein. Et ça peut même être le type qui est bloqué du dos, complètement, puis il va se rendre compte au fur et à mesure de la séance que son mal de dos, c'est pas si mécanique que ça. Toutes les portes d'entrée sont permises. Comme la porte de sortie, hein, parce qu'il y en a qui partent. La difficulté aussi, peut-être que lorsque effectivement vous êtes confronté à cette médiumnité qui vous arrive comme ça de plein fouet, est-ce que vous allez chercher à l'entretenir, à la travailler, à l'améliorer, ou est-ce que vous accueillez les choses avec le degré à laquelle elles se présentent? Non, j'ai cherché vraiment, et je cherche encore, mais en tout cas quand je l'ai découverte, j'ai vraiment cherché à la travailler, à comprendre ce que je pouvais faire avec. De toute façon, j'ai eu très tôt l'intuition que ça avait changé ma vie et qu'un jour, je ne pourrais pas faire autre chose. Donc, j'ai vraiment cherché à développer, à préciser, à amplifier. Ça vous attirait, pour le coup? Oui, pour le coup. Ouais. Mais je pense que ça a été juste un déclencheur, mais je pense que j'ai toujours été fait pour ça, en réalité. Et j'ai des éléments qui me permettent de le dire ça, après l'avoir regardé rétrospectivement. Et je ne m'en glorifie pas, c'est comme ça. Non, ce qui a été le plus difficile et ce que ça remet le plus en cause, c'est son rapport aux autres, en fait. Le regard des autres? Oui. Et le regard des autres et ne pas, c'est sûr. Ne pas forcément pouvoir raconter tout ça. C'est la grande question du « et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» C'est ça. Ouais, les repas sont un peu marrants des fois. Et donc, qu'est-ce que vous répondez? Vous êtes thérapeute? Oui, généralement je dis ça. Le problème de cette réponse-là, c'est que, ah bon, c'est quoi comme thérapie, quoi. Énergéticien, les gens? Ça commence à... Voilà, ouais. l'hypnose aussi, des choses vrai. comme ça. Mais si on rentre dans le fond des choses et qu'on parle vraiment de médiumnité, on confronte toujours les gens à de grandes interrogations, donc forcément... ça, c'est très clivant. C'est très clivant. C'est sûr. Quel est, de tout le parcours que vous avez aujourd'hui, peut-être l'accompagnement, l'histoire qui vous a le plus vraiment troublé, profondément ému, touché? Alors, il doit y avoir des tas d'histoires. Plusieurs. Oui. Mais j'ai un monsieur un jour qui est venu, qui avait une cinquantaine ou 55 ans. Il dit voilà, je viens pour un problème particulier, je n'ai jamais senti une émotion. Ce qui lui posait des problèmes majeurs dans sa vie. D'ailleurs, il venait de divorcer parce qu'en fait, il était incapable de dire qu'il aimait quelqu'un, qu'il aimait voir quelqu'un, même ses enfants. Et à l'inverse, qu'il n'aimait pas non plus. Oui, enfin, aucune émotion. Moi, incroyable. C'était la première expérience que j'avais de quelqu'un qui me sortait ça. De toute façon, il ne savait pas ce que c'était que souffrir ni être heureux, quoi. Et j'ai commencé à travailler sur lui et je lui ai dit, mais vous avez 5 frères et sœurs. Il me dit, pas du tout, je suis fils unique. Puis j'insiste parce que ça revenait tout le temps. J'avais mes mains à 15 cm au-dessus de lui, puis du froid, j'avais vraiment du froid. Au point d'être comme dans un bloc de glace. Mais vraiment, j'étais prisonnier dans un bloc de glace. Et je répète ma question 4-5 fois.
il m'envoie chier, tout simplement. Puis quand même, je me dis, je vais réinsister une dernière fois. Et là, il me dit, oui, mais enfin, ils sont tous morts, avant moi. Et le travail a pu commencer. Il a fallu 2 séances où j'ai cassé cette glace qu'il avait autour de lui, qui était tout simplement les imprégnations de mort dans lesquelles il avait vécu énergétiquement. C'était des fausses couches, des il ne savait interruptions même pas, parce que volontaires, c'était assez secret, mais ça devait être de cet ordre-là. l'un n'empêchant pas l'autre. Ouais. Mais il n'était pas spécialement informé de ça. Et j'avais une notion d'ailleurs de tabou familial. Et on a mis 2 séances et il a pu vivre avec des émotions. Voilà, ça m'a énormément marqué. Et puis, l'année dernière, une médecin en retraite, qui venait de prendre sa retraite, que j'ai traitée à distance, avec qui j'ai eu des moments assez émouvants, qui venait se déclarer un cancer rare, et qui voulait en savoir l'origine, la cause émotionnelle. Elle était persuadée qu'il y avait une cause émotionnelle, elle ne s'était malheureusement pas trompée. C'était un cancer qui la faisait énormément souffrir, elle était déjà hospitalisée, elle a voulu que j'essaye de la traiter à distance. Et à un moment donné, je lui dis, vous savez, on me dit que vous refusez les énergies de guérison. Et là, elle me répond, tout à fait. De par son cursus de médecin ? Non, elle ne se sentait pas légitime à vivre. Et elle m'a clairement dit, je me souviendrai toujours de notre dernière conversation, c'est vrai, je refuse. En fait, je comprends très bien ce que vous me dites, je le ressens. Et elle est décédée 15 jours après. Et là aussi, c'est une expérience qui est difficile, mais qui apprend l'humilité. C'est pour ça que ce n'est pas un pouvoir. C'est juste une possibilité de transmettre à des gens qui acceptent qu'on leur transmette quelque chose. Voilà. Donc il faut être très, très simple vis-à-vis de ça. Est-ce que ça veut dire, Stéphane, que là aussi, c'est souvent dans les discours de médiums qu'on entend ça, qui consiste à dire, si j'ai l'information, c'est que vous êtes prêt à la recevoir. Et donc, je dois la dire. Je ne pense pas ça du tout. Ça, on devrait faire un débat là-dessus avec d'autres médiums, ça serait fantastique. Ça serait pas mal. Hein, ça serait intéressant. Non, mais c'est intéressant parce que c'est pas binaire, hein, tout ça. J'arrive à comprendre pourquoi certains disent ça, parce qu'effectivement, pourquoi ils seraient détenteurs d'une information qui ne les concerne pas alors qu'ils ont la personne en face. Et une information souvent extrêmement insistante. Ça peut être très insistant. Et pour autant, il faut quand même toujours se poser la question, est-ce que la personne en face est vraiment prête émotionnellement ? Donc ça ne veut pas dire que si vous avez l'information, elle est prête. Non. En tout cas, pas dans le cadre d'une thérapie, par exemple. Mais même, je vous prends un exemple, mais quelqu'un qui a une amnésie traumatique totale. Est-ce que vous lui dites de but en blanc, même si vous avez l'information insistante, il vous est arrivé tel événement, vous avez été agressé, vous rentrez dans les détails comme ça de but en blanc? Non. Il y a d'autres méthodes. D'abord, vous pouvez poser des questions. Est-ce que ça vous dit quelque chose si? Sauf que ça, lorsqu'un médium commence à vous poser des questions, c'est là où on remet en question la crédibilité du médium. Pas forcément dans un cadre comme celui-ci. Parce que la personne vient chercher quelque chose, et souvent l'information qu'on capte médiumniquement, en réalité, n'est qu'enfouie dans l'inconscient de la personne, et ça la fait remonter au niveau conscient. Ceci dit, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faille rentrer dans ce processus-là en fonction du degré de sensibilité émotionnelle de la personne. Là, il y a un vrai sujet. Sur les communications défunts, par exemple. C'est souvent comme ça que les informations... Moi, j'étais assez solide quand même quand j'y suis allé. Pour votre peur? Mais bon, d'abord, j'y allais pas pour ça. J'allais quand même, je savais pas trop pourquoi, si elle pouvait me régler mes problèmes de migraine, mais j'y allais quand même pour mes problèmes de migraine. Vous vous retrouvez avec ça, ça bouleverse votre vie quand même. Je ne sais pas si tout le monde peut accepter tel ou tel discours. Pas forcément mon histoire, c'est pas le problème, mais vous savez, communication avec un défunt, il arrive souvent que... Moi, par exemple, il y a quelqu'un à Lyon, il n'y a pas longtemps, qui est venu me demander pour savoir de quoi était morte sa belle-fille, qui avait 15 ans. Bon, l'information, avant de la partager, quand elle est dramatique,
on s'interroge quand même. Donc je ne dis pas tout le temps. Je dis qu'il faut quand même faire très attention à qui on est en face. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la donner, mais il peut arriver qu'on ne dise pas tout quand même. C'est même peut-être mieux. En fait, on essaie de le protéger. Donc il n'y a pas de réponse. Oui, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de truc automatique, de petit 1, petit 2, petit 3, on est bien d'accord. Hein. Tout va aussi dans l'intuition, dans la pédagogie. Et puis quand on communique avec les défunts, il faut s'interroger sur avec quoi on communique vraiment. Ça aussi. Parce que ça peut être un vrai... Ça peut être plein de choses. Et vous arrivez à savoir si c'est du bien, ou du bon ou du mauvais? Oui, mais je dirais que c'est même pas c'est pas l'essentiel. Est-ce qu'on communique seulement avec une partie de la conscience? Est-ce qu'on communique seulement avec de la mémoire qui se balade par vibration électrique dans l'univers? Ou est-ce qu'on se communique avec quelque chose d'entier, pas partiel, ce qui nous donnerait une idée très juste? Il y a des gens qui disent oui, c'est la preuve qu'on se réincarne. Pas du tout. La conscience ou la mémoire peuvent très bien se balader vibratoirement et puis s'éteindre à un moment donné. On n'en sait rien, toi. C'est quand même... je dirais que c'est plus simple quand on communique avec des personnes dans le coma ou qui ont des maladies dégénératives, des états altérés de conscience, à condition qu'il y ait des éléments très précis qui viennent. Mais c'est plus simple. Communiquer avec un défunt, c'est pas... Il y a quand même une marge d'incertitude. C'est sûr. Sur ce qu'il dit. C'est sûr. Sur ses sentiments. Et sur d'où vient la réponse. Et puis d'où vient la réponse. Bon, de qui vient la réponse. De qui vient la réponse. C'est vrai. Donc il faut être très, très... L'important, c'est pas forcément de tout dire, c'est de bien préparer la personne à ce qu'on va faire. C'est plus ça. Magnétisme aussi, dans les soins énergétiques, évidemment. Appelons ça comme... Oui. Ça aussi, vous êtes un anti-case. Oui, je déteste ça. Je suis désolé. Hein. Non, mais c'est bien. Désolé, je déteste ça. Je pense que c'est les mêmes énergies, c'est tout. Et je pense que les gens seront touchés, en tout cas seront sensibles par votre sincérité au travers de votre accompagnement. Voilà, c'est là où je dis, encore une fois, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de blablabla. Voilà, les choses sont comme ça. Vous récupérez ce potentiel-là, cette faculté-là. Et maintenant, vous l'exploitez et vous la mettez à disposition de ceux qui en ont besoin d'une manière extrêmement humble, avec beaucoup de recul. Et encore une dose de scepticisme, encore une dose d'interrogation. Ah ben heureusement, il faut arrêter quand on s'interroge plus. Non, mais il faut vraiment, ça deviendrait dangereux. C'est vrai. Certains le font. Oui, on a des noms, c'est ça? Bien sûr. Non, mais d'abord, oui, il faut toujours se poser des questions, mais la seule certitude qu'on a après quand même quelques années d'expérience quand on fait ça, c'est que ce n'est pas nous qui faisons. Donc je ne vois pas comment on peut être orgueilleux. Je ne vois pas comment on peut aussi dire à une personne « ça a marché ». Ou « j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Non, je suis désolé, on ne sait pas trop ce qu'on a fait. Bon, on a capté, on a transmis, c'est tout. Bon, et vous transmettez aussi au travers des formations que vous proposez, des formations en médiumnité et soins énergétiques. Bravo, bravo et merci pour votre franchise, merci pour cette authenticité parce qu'on la ressent sincèrement. Je dis pas ça par flagornerie ou autre, mais vraiment ça se ressent. On sent qu'effectivement il y a et ça serait intéressant de faire un débat justement sur ces thématiques-là, sur cette thématique-là et sur l'éthique. Alors il y a ce mot éthique absolument fondamental pour moi. Je dis pas que tous les gens qu'on reçoit ici ont cette éthique-là, mais si je sentais qu'ils ne l'avaient pas, ça se passerait effectivement autrement. Mais il n'y a pas de charte, il n'y a pas de code de déontologie. Mais tant mieux, parce que ça respecte aussi la sensibilité de chacun. C'est vrai. Vous voyez, l'histoire de dire ou pas dire à la personne, c'est pas bien ou c'est mal. Il faut le faire aussi en fonction de sa sensibilité, de comment on ressent l'autre. Et 2 médiums, 3 médiums vont peut-être le ressentir différemment et peut-être qu'ils ont tous un peu raison. Donc, non, faisons confiance, voilà, ça. Pas la peine d'aller... À nos ressentis profonds. On va mettre évidemment autour de cette vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Stéphane, entre Paris, prochainement Nantes et Lyon. Voilà. Et puis à distance, bien entendu, parce que ça, c'est essentiel aujourd'hui. On y est et ça ne change absolument rien.
Même si vous êtes à l'autre bout du monde. Ça marche toujours. Ça marche très bien. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Merci infiniment. Commentez avec bienveillance. Merci de votre fidélité. Consultez également tous les profils Index et on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation et un nouvel invité sur les canapés. À très bientôt.